Bonsoir à tout le monde. Je vous remercie d'être si nombreux pour cette présentation. Juste un petit mot d'introduction pour vous dire que nous sommes ici devant vous pour vous proposer un projet que nous travaillons depuis 2 ans avec les techniciens, avec les administrations environnementales et avec le parc de la Vanoise. Et c'est vrai que devant nous, l'heure est arrivée. Nous sommes devant un grand défi. La fonte du glacier s'accélère. Et donc, je ne veux pas être alarmiste, mais nous devons nous préparer à nous adapter, à faire en sorte que nous puissions continuer à skier sur la partie centrale du glacier, puis sur la Grande Motte, et préserver nos skis d'automne, nos skis d'entrée de saison, et de faire en sorte que, avec le projet que nous avons proposé au parc de la et aux administrations environnementales avec lesquelles on a partagé, avec lesquelles on doit faire du gagnant-gagnant. Alors évidemment, ce n'est pas toujours facile de vous dire on démonte pour pas grand-chose, mais en fait, tout le projet est basé sur des échanges avec le parc pour faire du gagnant-gagnant, comme je le disais tout à l'heure, et faire en sorte qu'on arrive aussi à avoir des acceptations sur cette partie de notre domaine qui est en cœur de parc, et où il n'est pas toujours facile de demander des aménagements supplémentaires, puisque c'est hors cadre des conventions du parc de la Vanoise. Donc, on a eu la chance d'avoir des autorisations pendant de longues années, et aujourd'hui, nous travaillons pour continuer à essayer de pouvoir garantir du ski sur cette partie-là, qui est notre joyau, notre excellence pour nos clients, et notre devoir en tant qu'élu, c'est de défendre ce glacier, de défendre cette destination de ski et de faire en sorte qu'avec le réchauffement climatique, la fonte accélérée de ces dernières années, nous arrivons à trouver un accord et que nous arrivons à trouver un projet solide et fasse en sorte que la destination Tignes puisse toujours avoir ce joyau et puisse toujours avoir pour nos clients cette destination Grande Motte à laquelle nous tenons tous et à laquelle nous sommes tous confrontés. Ce soir, avec le projet que nous avons travaillé, nous allons vous proposer, c'est également quelque chose que nous allons vous demander, c'est de supporter ce projet, parce que quand il est tenu par toute la population, quand il est soutenu, c'est l'intérêt de tout le monde, des petits commerçants, des grandes structures, des grandes entreprises. Ça aide aussi à conserver l'emploi, à conserver la vie à l'année sur notre territoire. Et donc, quand on a la volonté de parcourir le chemin tous ensemble, on arrivera à défendre notre territoire et à mettre en place ce projet qui nous tient tous à cœur. C'est la réunion sans vous dire que, bien sûr, de garantir le ski d'automne, continuer à être les premiers leaders à pouvoir ouvrir notre ski aux clients, continuer l'expérience altitude, puisque nous avons la chance, avec ce glacier, de pouvoir offrir à nos clients pour la saison d'été, les 4 saisons, on a la chance de pouvoir offrir quelque chose de majestueux et quelque chose que les clients ne trouvent pas ailleurs. Je peux aussi confirmer ce soir notre volonté de construire le stade national de ski pour continuer à ce que Tignes soit une destination d'entraînement pour nos équipes de haut niveau en France. Nous avons travaillé pour élargir au maximum la pensée, pour faire en sorte que nous soyons tous autour de ce projet, unis, volontaires à la réussite. Je vais donc maintenant passer la parole et nous pouvons débuter la présentation de ce projet. Olivier et moi, nous serons ici pour compléter tout ce qui sera dit et à la fin de la séance, nous pourrons répondre à vos questions. Je vous remercie. Merci Serge pour ces
C'est mon introduction, je vais prendre la parole très rapidement. Hop. Défiler pour voir le sommaire. Juste pour compléter en quelques mots l'introduction de Serge, effectivement, c'est évidemment un sujet sensible, le glacier, et on l'a abordé avec détermination, avec respect pour ce monument qui est le glacier de la Grande Motte, qui est un patrimoine inestimable de Tignes, mais aussi avec sérieux et sens des responsabilités qu'on doit avoir pour lui donner un avenir pérenne. Voilà, donc le sommaire de cette réunion, c'est il va y avoir un premier gros temps quand même pour regarder un peu les faits avec Jordan, qui va nous faire un diagnostic précis qu'on a renouvelé, parce qu'on voulait vraiment avoir des faits qui soient les plus objectifs possibles sur l'état de la fonte et ce qu'on va trouver en dessous. En fonction de ça, il y aura une présentation de l'évolution du domaine skiable, comme l'a rappelé Serge, avec des zones qu'on va vouloir garantir et d'autres qu'on va laisser on va dire, continuer à skier, mais de manière plus opportuniste. Et puis, un des gros pendants de cette évolution de la Grande Motte, c'est l'essor du projet Altitude Expérience, qui est un véritable projet d'avenir pour Tignes, multi-saison. Alors, je ne rentre pas plus dans les détails, parce qu'on va démarrer directement avec Jordan sur cette fonte. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Un petit mot aussi pour ceux qui sont en ligne. On a prévu un petit package, un petit module de questions-réponses pour qu'on puisse relayer les réactions en ligne. Voilà. Je vais insister un petit peu sur le diagnostic de la fonte. Bon, vous les connaissez malheureusement, ces images. L'été 2023, et la dernière référence de sécheresse, où on a vu le glacier, la glace apparaître assez haut en altitude. Et puis l'été 2022, avec ces verrous rocheux qui apparaissent ici et là. Ça, on l'avait présenté il y a un an en réunion publique, je vais y passer assez vite. C'est l'étude des glaciologues de l'Institut des géosciences et de l'environnement qui nous a été remis en 2020. Il y a un volet qui est rétrospectif. On regarde le glacier ces 40 dernières années, de 82 à 2019, et on a une perte de volume de 70% pour une perte de surface de seulement 30%. Pour faire très simple, le glacier il a perdu en moyenne 40 mètres d'épaisseur sur 40 ans, à peu près 1 mètre par an. La tendance s'accélère ces dernières années. Donc voilà pour ce qui est passé. Pour ce qui est des prévisions, ça c'est encore issu de l'étude des glaciologues de 2020 qui donne des tendances de fonte de la langue glaciaire. Alors, si on regarde ici, on est en G2 téléphérique. Le parcours du skieur, il sort ici, il prend la rampe, il descend sur la piste glacier, il enchaîne Rimet, face, et ensuite il reprend WM et il descend jusqu'au Val-Claret. Voilà un peu le parcours classique du skieur quand on est vraiment sur la partie sommitale du domaine. L'état en 2020, l'état 2030, 40 et 60. Et ce qui est intéressant à retenir sur cet état des lieux prospectif, c'est que quels que soient les scénarios du GIEC qu'on considère, l'avenir du glacier est déjà joué. Il y a une grande inertie entre les gains de degrés dans l'atmosphère et la répercussion sur le glacier. C'est pour ça que, quelles que soient finalement les 20 prochaines années, quelles que soient les tendances d'émissions mondiales, pour le glacier, ça ne changera malheureusement pas grand-chose. On a été alerté lors d'une précédente réunion publique du côté peut-être pas tout à fait juste de l'étude des glaciologues. Donc on a un peu alarmiste. Donc on a décidé de diligenter récemment une nouvelle étude de mise à jour de la fonte du glacier. C'est ce que je vais vous présenter maintenant. Cette nouvelle étude, elle se base sur des données un peu inédites qu'on a sur le domaine skiable, qui sont des lidars, ce sont des modèles numériques, le modelé de la surface du terrain sur 2 états de référence, l'état 2019 et l'état 2022. Et donc on a une tendance de fonte sur ces 4 années qui est assez nette. Et cette méthode, après on va se baser sur cet état de référence et on va appliquer ces taux de fonte dans le temps, jusqu'en 2033.
et on va voir ce que ça va donner. Donc cette méthode, bon, elle a été publiée dans des revues scientifiques. Les quelques grandeurs qu'on peut retenir, c'est qu'on a des fontes locales au maximum de 6 mètres par an. Mais la tendance moyenne, c'est à peu près sur toute la langue glaciaire, c'est environ 2,3 mètres par an sur cet état de référence. On peut associer des incertitudes à cette mise à jour de la fonte, qui est d'environ 20%. Donc 20% dans les deux sens. Ça peut aller plus vite comme ça peut aller moins vite. 20% pour donner un petit ordre d'idée, c'est que c'est quasiment une année de plus avec de la glace ou une année de moins, suivant ce qu'on considère. Pour vérifier que cette méthode fonctionne bien, là on a comparé par soustraction l'état 2019 à l'état 2022, et toutes les zones en rouge correspondent à de l'ablation de glace, à de la fonte de la glace. Et les zones en bleu, ça correspond à de l'accumulation. Donc vous avez des petits artefacts un peu curieux, par exemple sur la face nord, vous avez une zone en bleu, ça doit correspondre à des chutes de sérac. Et du coup, on a une accumulation, tandis que la tendance partout ailleurs est à la fonte. Ici aussi, on a un petit artefact bleu à la sortie justement du G2 téléphérique. Ça correspond aux opérations de damage où on pousse de la neige pour pouvoir constituer la rampe. Alors, qu'est-ce que ça donne? J'ai bien parlé maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne. Là, c'est l'état 2023. Ce que vous voyez donc, le skieur qui sort de G2 téléphérique, il prend la rampe, il descend comme ça, et on voit le tas de snow farming de la face qui descend vers WM. Ce que vous voyez en bleu foncé, c'est les épaisseurs les plus importantes de glace, soit sur le secteur du Rosolin et sur la partie sommitale du glacier. On a des grands surcreusements. Et puis, quand on est dans le blanc, on est presque à 0 mètre. Et puis, là, on voit déjà apparaître les rochers. Donc, 2023, 2024, avec une ouverture plus nette de ce verrou-là. 2025, 27, 8. Voilà, jusqu'en 2033. Donc ici, on a quelques petits archipels de glace. En vérité, le modèle ne prend pas en compte que ces archipels ont tendance à fondre un peu plus vite, puisqu'ils sont encerclés de rochers. Donc il y a des chances que ces petits patchs de glace ici et là ne demeurent pas. Demeureront dans 10 ans, un peu moins maintenant, de la glace sur le secteur sommital, et puis encore de la glace un peu tenace sur la partie du Roselin. Ça, c'est un graphique de l'évolution de 1982 à 2033 de la surface et du volume du glacier. La surface, elle est représentée par la courbe orange. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est ce que je vous ai montré précédemment, c'est qu'en fait, quand on commence la fonte, on ne perd pas beaucoup de surface, par contre, on perd énormément de volume. Et du coup, là, on est en fait, le glacier, il est vraiment à un point de bascule. On a une épaisseur assez faible un peu partout, à peu près 10 mètres. Et du coup, 10 mètres, si on consomme 2 à 3 mètres par an, forcément, il va disparaître entre 3 et 10 ans, sûrement moins. Et du coup, forcément, il y avait un retard à la perte de surface. Et ce retard, malheureusement, en 2033, il va être rattrapé. Et on aura une très, très faible surface de glace résiduelle. Et un volume de glace également très, très faible en 2033. Donc, là, c'est un petit bilan, un petit récapitulatif de l'état en 2023 et l'état en 2033. Donc, c'est ce que je vous disais, voilà, le glacier est un point de bascule. Et on va avoir l'apparition de nombreux verrous, ici. Voilà. Alors, en termes d'exploitation, un verrou, on sait ce que ça donne. C'est l'état de snow farming qu'on a à l'aval de la langue glaciaire. Il nécessite beaucoup de travail pour les mettre en place. Merci aux pisteurs. Mais évidemment, si on fait ce même travail ici, là, on voit que ça représente beaucoup trop de travail. Donc la différence entre l'étude de 2019-2020 et la nouvelle étude, la grosse différence se fait pas sur la partie aval, mais sur la partie sommitale. On avait encore une continuité de la glace en 2030, tandis qu'on la perd vraiment dans la mise à jour.
Ça, je l'avais déjà présenté, mais ce n'est pas inutile de repasser un tout petit peu de temps dessus. Ce sont des généralités sur le fonctionnement des glaciers, quels que soient les glaciers d'ailleurs, les glaciers gravitaires, où on a une zone, quand on n'a pas de changement climatique, on a une zone d'accumulation qui est à l'équilibre avec une zone d'ablation. Chaque année, on va accumuler sur la zone d'accumulation, cette neige va se transformer en glace, et cette glace va fluer vers l'aval. La glace, c'est évidemment pas immobile, ça se déplace quelques mètres par an, voire plus. Et du coup, il y a un équilibre intelligent qui se fait entre la zone d'ablation et la zone d'accumulation. Et on a voilà, un glacier qui s'écoule et qui va fondre à l'aval. Et il est suffisamment rechargé pour continuer à conserver le même aspect, rechargé par les neiges. C'est beaucoup d'énergie, le fluage de la glace. Et quand on a un glacier qui flue, on a énormément d'abrasion, ça forme des ombiliques. C'est vraiment ces cuvettes de surcreusement. C'est ce qui donne tous les aspects des paysages glaciaires qu'on connaît très très bien en Vanoise. Le lac de Tignes en est un exemple. Hein. Vous tirez un bout de glacier et vous formez un lac. C'est pareil au niveau de la Sassière avec ses vallées en Auge. Donc il y a toujours une succession d'ombiliques, verrous, érosion torrentielle, encore une fois, ombilique, verrou, et ça se répète à l'infini en fonction des reculs glaciaires et des avancées glaciaires. Donc voilà, ça c'est un glacier qui est face à des changements climatiques, donc plus 2,2 degrés dans les Alpes actuellement. La tendance va encore augmenter. Donc évidemment, là on a plus d'équilibre, on a une zone d'accumulation qui devient très très faible, beaucoup moins de fluage, et puis on forme des lacs, soit de moraines, soit de verrous. Quelques chiffres. C'est pas grave, je les connais par cœur. Quelques chiffres sur l'arc alpin. D'ici à 2100, on aura perdu entre 95% et 99% de la surface des glaciers. Et donc 95%, ça correspond au scénario optimiste du GIEC, et puis 99% pessimiste. Malheureusement, c'est un patrimoine qui va disparaître. Je vais passer vite fait sur cette diapo, c'est juste pour dire que là, on en est à un état encore un peu intermédiaire. On a un bout de glacier, on a du snow farming pour passer les verrous, et puis on a un domaine skiable aménagé sur la partie basse. Pour illustrer ça sur des coupes qui sont vraiment sur le terrain, ici, vous avez le profil du stade de Champagny. Vous voyez l'état en bleu foncé, c'est 2019, puis 2022 jusqu'à 2033. Et vous voyez la perte d'épaisseur qui laisse apparaître ce substratum en marron. C'est le rocher sous-jacent au glacier. Donc on va faire apparaître assez rapidement ces ombiliques et ces verrous, ici et là. Et donc ça rend l'ouverture des pistes plus difficile et retardée dans le temps, puisqu'il faut des cumuls de neige suffisamment importants pour pouvoir ouvrir en sécurité. Bon, c'est un peu enfoncer une porte ouverte, mais je préfère quand même le dire. Voilà. Et du coup, en 2022, de 2022 à 2025, il faudra une épaisseur moyenne de 3,6 mètres pour retrouver le même profil, et puis 5,8 en 2033. La même chose pour la succession descente, rebay, face, où on voit effectivement, encore une fois, ces profils topographiques irréguliers du substratum, et puis l'apparition de verrous et d'ombiliques, avec la tendance en 2030. Ici, pour rattraper les profils, on va de 6 mètres à 15 mètres en 2033. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut 15 mètres de neige pour pouvoir skier, mais il faut quand même quelques mètres avant de pouvoir skier en sécurité. Donc, ça compromet sacrément la pratique du ski sur ces secteurs. Juste, Jordan, 15 mètres, les mètres, là, c'est des mètres de neige tassée, pas des neiges, un cumul de neige. Oui, c'est de la neige qui reforme une topographie. Effectivement, oui. Ça serait tendance, la tendance, ce serait plus, évidemment. Une autre illustration, on l'avait présentée il y a un an, c'est au niveau de la partie distale, où actuellement, la piste Rimet, on la voit, la piste face, c'est ce qui est en enveloppe rouge. C'est actuellement à ce niveau d'altitude, enfin ça c'est la topo 2015, donc c'est plutôt cette topo-là de 2023.
on arrive à passer le verrou. Un skieur, quand il descend d'Amoin à Laval, descend sur ces surfaces-là. Et là, on a besoin de beaucoup de snow farming pour pouvoir passer le verrou. Quand on aura fondu cette masse de glace, ça va arriver relativement vite, on aura malheureusement une topographie qui sera assez défavorable. On remontera même de 10 mètres pour pouvoir passer ce verrou. Alors, on peut toujours imaginer tracer des pistes dans cette pente-là, mais elle est vraiment très très forte et il faut des cumuls de neige importantes pour pouvoir faire ce travail de damage, évidemment. Je vais faire un petit focus sur la sortie G2 téléphérique. Donc, quand on est sur la partie sommitale du glacier, le skieur sort du téléphérique et actuellement, il emprunte cette rampe-là, puis celle-là, pour pouvoir aller descendre le glacier. Donc, vous remarquez d'ores et déjà que les parties où on a le plus de fonte, c'est vraiment lié à l'orientation, c'est ces parties-là les plus en rouge. Ici, on a cet artefact qu'on a corrigé du travail de damage. Et là, vous avez le profil. Alors, je pense que j'ai un zoom juste après. Voilà, c'est bien fait. Quand on sort d'ici et qu'on regarde le profil de ce que fait un skieur, il sort donc de G2 téléphérique qui est ici. Il est sur la partie plate qui est le rocher. Et ici, comme dans beaucoup de marches glaciaires, on a des surcreusements et des pentes très très fortes. Ça, c'est un classique des glaciers. Donc, on commence avec un 5 degrés de pente, puis 50 degrés, avec un décrochement de plus de 10 mètres. Et ensuite, on retrouve le profil un peu plus raide, mais le profil du glacier qu'on connaît actuellement. Donc ça va être critique pour des skieurs débutants. C'est presque de la chute libre. Donc, vous avez l'état 2019, l'état 2022, et puis si on ne fait pas d'opération de mise en place de la neige, 2025, on va avoir un décrochement très rapide d'une dizaine de mètres. 27, 2030, et puis on va se retrouver à cette situation-là en 2033. Donc, pour constituer la rampe de neige, il faudra en 2027 récolter sur le glacier, encore faut-il les trouver, 9500 mètres cubes de neige, 7000 puis 20 000 pour pouvoir faire cette rampe. Alors, ça ne considère absolument pas les conditions de sécurité pour le faire. C'est juste des calculs faciles derrière un ordinateur. Quand on est dans la dameuse là-haut, c'est moins drôle. Vous voyez bien, en plus, ici, le recul qui se fait progressivement. Donc, si on fait le bilan de ce que je vous ai dit, qui n'est pas très drôle, c'est qu'on a une fonte qui est plus rapide que prévu. Et en dépit du fait que la simulation ne tient pas compte de l'effet accélérateur et de j'arrive pas à le dire, lisez-le. L'effet archipel de la glace, qui a tendance justement à fondre un petit peu plus vite, et donc qui est complètement indépendant des scénarios climatiques d'ici 2033. Donc, le relief est chaotique, le relief hérité d'un glacier qui se retire est chaotique. Petit exemple, Raboch. Raboch, c'est un glacier qui existait il y a quelques dizaines d'années, qui s'est retiré et ça donne Raboch. Donc, si vous vous êtes baladé sur ce secteur-là l'été, vous vous rendez compte un petit peu ce que c'est qu'une topographie sous-glaciale. Donc, l'apparition de la cuvette de Rimail, avec une hauteur d'une dizaine de mètres pour en sortir, et puis cette pente un peu critique, très critique, de 50% pour sortir du téléphérique. Je vais passer la parole à Olivier. J'en ai fini avec le diagnostic. Maintenant, Olivier va vous parler de la traduction en termes d'adaptabilité du domaine skiable. Merci Jordan, j'espère que vous n'êtes pas trop assommé par le constat qui est ce qu'il est. Je pense qu'il faut qu'on soit tous en phase pour vous dire que c'était travaillé de manière avec une énorme précision parce qu'on voulait absolument avoir une fiabilité dans ce constat pour pouvoir trouver les meilleures décisions pour l'avenir de la Grande Motte. Donc, nous, le constat, il est dur. En réalité, l'objectif pour la municipalité, pour monsieur le maire, vous ne pouvez pas douter de la volonté de maintenir une vie sur la Grande Motte et
et du ski autant que possible, c'est de donner de nouvelles perspectives attractives et soutenables à ce site. J'emploie le mot de site parce que voilà, on va sortir du simple domaine skiable dans cette présentation. La Grande Motte, on pense qu'elle peut avoir enfin, on est certain qu'elle a une attractivité en dehors même de la partie skiabilité. Et au sein de ce projet global qu'on mène, l'avenir du domaine skiable s'inscrit au sein de ce projet avec la volonté de produire un projet qui soit responsable. Alors, une présentation un peu des enjeux qui entourent ce domaine skiable. Donc, des enjeux qui sont lourds pour Tignes et pour le ski français. Serge l'a évoqué en introduction. La vie à l'année à Tignes, on sait que pendant 70 ans, on a fait du ski presque toute l'année avec le glacier. Ça s'est réduit à partir de 2000. Et là, on voit que ça va devenir très, très compliqué. On a fait un recensement, il y avait une étude socio-économique réalisée par Switch en 2019, qu'on a réinterrogé des socioprofessionnels l'année passée lors de l'ouverture automnale. On va dire grosso modo que 140 entreprises et 150 emplois sont concernés par la fin du ski grand public d'automne. Je parle des emplois, hein, je ne parle pas des responsables d'entreprise, je parle des employés, c'est-à-dire que au total, c'est plus de personnes qui sont concernées par ce travail que fournissait le ski d'automne de la Toussaint, que nous ne pouvons plus assurer. En revanche, si on regarde après sur l'ouverture de fin novembre, là on multiplie les chiffres, c'est plus de 200 entreprises, plus de 800 emplois saisonniers qui sont impactés par l'ouverture fin novembre de la station. Donc c'est quelque chose un enjeu qui est évidemment important pour la destination, pour la station. Enjeu médiatique, évidemment l'ouverture de Tignes en début de saison fait rayonner la station, on l'a vu cette année. Évidemment, la Grande Motte, c'est le point culminant du domaine Tignes-Val d'Isère et c'est un site d'attractivité incontournable. Les gens, quand ils viennent à skier à Tignes-Val d'Isère, ils veulent monter à la Grande Motte, que ce soit les Avalins ou les Tignards. Ça, il faut le prendre en compte aussi. Le site de préparation du sport français, voilà, depuis des années, les skieurs viennent s'entraîner, la Fédé vient s'entraîner. Il y a un enjeu environnemental, parce que c'est soit ils viennent à Tignes, soit ils ont avalé dans les hémisphères sud, avec évidemment pas le même bilan carbone. C'est des arguments qu'on met en avant dans les dossiers. L'enjeu financier compte aussi. Et puis notre club des sports, les clubs de sport locaux aussi, sont en attente de pouvoir s'entraîner en début de saison, tout comme d'ailleurs le ski professionnel. Donc tout cet ensemble d'enjeux sont pris en compte pour se dire comment on peut maintenir du ski en début de saison, notamment. Alors, en face de ça, on a aussi d'autres éléments qui sont incontournables. C'est qu'on est dans un site protégé et qu'il y a des considérations sociétales qui ont évolué avec les années. Donc, pour mémoire, hein, on est dans une réserve naturelle et dans un parc national. La frontière, elle est environ sur la ligne du téléphérique. Tout ce qui est à droite, quand on regarde une carte, c'est la réserve naturelle. Tout ce qui est à gauche, c'est du parc national de la Vanoise. Donc, effectivement, on a des accords qui permettent d'exploiter le domaine skiable actuel, accords historiques. On a en 99, toutes les installations de canons à neige, etc., de neige de culture ont été entre guillemets, validées par le parc. Mais pour tout ce qui est nouvel aménagement, il y a une réglementation qui s'impose et on ne peut pas, ça je l'ai évoqué en introduction, on ne peut pas créer de nouvel aménagement dans une zone protégée, sauf accord dérogatoire. Et de base, on ne peut pas décider de pouvoir aménager telle ou telle de la neige des cultures ou autre installation dans une zone protégée. Et puis au-delà même des autorisations qu'on peut avoir, c'est sociétalement un sujet particulièrement sensible. Cet automne, il y a eu le One Polar Summit, avec un sommet international sur l'avenir des glaciers. Le président de la République a déclaré les glaciers comme zone de haute protection. Ça pose le contexte. On a vu les images dévastatrices des travaux sur le glacier de Zolden, et puis à Zermatt, ça n'a pas été formidable non plus. Le recours sur le projet du glacier de la Girose au niveau de la Grave, voilà, malgré les autorisations, il y a des recours qui ont été déposés.
On voit aussi à la CLUSA, malgré les autorisations, il y a aussi des tensions sur l'usage de la ressource en eau. L'usage de la ressource en eau, on parle de neige de culture. Tout ça pour dire que dans les solutions qu'on va proposer, on doit impérativement limiter les impacts environnementaux. Et ce travail, il est fait notamment en collaboration, en partenariat avec le parc de la Vanoise. Oui, quelque part, il nous assiste, nous conseille. Voilà. Chacun avance un peu ses arguments. Donc, nous, on a nos besoins, on a nos nécessités, mais il faut tenir compte de ce contexte. Donc, voilà, comment on a travaillé, donc, comme l'a rappelé le maire, on a travaillé avec l'ensemble des services, donc la STGM évidemment, les pistes, le développement, évidemment aussi dans le travail sur le cycle d'ouverture, sur les attentes de clientèle. Donc, l'ensemble des services étaient concertés, puis bien sûr les services de la commune. Concertation auprès des professionnels du ski. On a fait une réunion publique en mai. Depuis, on a eu beaucoup d'échanges avec vous tous ici présents, notamment, mais pas seulement. La grande concertation Ginonti 2050 a été aussi l'occasion d'évoquer qu'on attendait du glacier collectivement. Il y a eu des retours écrits qui ont été faits dans le cadre notamment de l'équipe citoyenne, le groupe citoyen, voilà, avec des recommandations, voilà, dont on prend compte aussi. Ça ne veut pas dire qu'on applique à la lettre, mais en tout cas, toutes les informations, toutes les concertations qui ont pu être faites, elles ont été intégrées dans notre réflexion globale. Et aujourd'hui, la stratégie globale qui est proposée, elle repose sur 3 piliers. Premièrement, c'est la préservation, la protection du domaine glaciaire. Je vais venir avec une carte. L'adaptation résiliente et responsable du domaine skiable, notamment pour le lancement de saison. Et l'essor d'attitude d'expérience avec une idée d'invention, d'innovation pour donner au glacier un avenir, enfin au glacier, au site de la Grande Motte, un avenir pérenne. Alors, on va arriver sur une carte qui peut paraître un petit peu complexe, mais qui résume un peu tout ce qu'on souhaite faire sur ce site de la Grande Motte. Donc, on a parlé de la préservation du domaine glaciaire. Aujourd'hui, le domaine glaciaire, on parle souvent du glacier de la Grande Motte, mais en fait, le glacier de la Grande Motte, la partie qui reste, c'est celle-ci, pour l'instant. Donc, sur cette partie-là, toute cette partie, l'idée, c'est de continuer à travailler le site pour pouvoir permettre la pratique du ski, on va dire, à l'opportunisme. On a vu que tout ce domaine glaciaire, il va disparaître petit à petit. L'idée, c'est, voilà, avec le service des pistes, avec les STGM, c'est de mettre en œuvre les moyens pour pouvoir maintenir du ski autant que possible, mais sans acharnement et sans aménagement lourd. Voilà. Le jour où, malheureusement, on ne pourra plus skier, où il faudra attendre des chutes, eh bien, il faudra les attendre. Donc, est-ce que ce sera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 4 ans? Ça va dépendre de l'évolution des saisons, sans doute. Il y a des saisons qui pourront ouvrir peut-être en décembre, d'autres, ce sera peut-être qu'en mars, dans 10 ans. En tout cas, l'idée, c'est de pouvoir skier à l'opportunisme. Ça reste dans le domaine skiable. On ne dézone pas cet espace-là, mais il faut se rendre à l'évidence avec les problématiques de sortie du téléphérique qu'on a vu ici, avec l'apparition de tous les verrous le long de la piste, avec le surcreusement ici de Roselin, bah, ce flux-là va être difficilement praticable. Voilà. Donc, pas d'aménagement lourd, en tout cas pour le maintenir, mais travail du quotidien comme ça fait aujourd'hui pour pouvoir maintenir ce domaine. En revanche, l'autre grosse partie, c'est la partie en dessous de 3000, où là, on veut pouvoir garantir une skiabilité, on va dire, de mi-décembre. On va la décomposer en deux. Il y a la partie WM, où là, c'est vraiment le lancement de saison qui va se faire à partir d'ici. Les rapports sont complètement inversés. Avant le démarrage de saison, il se passait là-haut, avec l'apparition de tous les verrous et oublis qu'a évoqué Jordan, plus garantir que le début de saison se passe là-haut. Donc, il faut absolument qu'on se le garantisse sur la partie basse, sauf chute de neige. Pas de garantie, peut-être que ce sera possible. Et on l'a vu l'année dernière, les dernières années, on a commencé quand même à ouvrir la partie haute. Tant que c'est possible, on fait. Et à terme, la garantie, c'est ici qu'on va l'avoir sur les lancements de saison. Et
On a un autre point qui est important pour nous, et c'était l'occasion des échanges après la réunion du mois de mai dernier, c'est cette liaison entre 3000 et WM qu'on souhaite pouvoir maintenir. Jordan l'a évoqué, on fera un focus spécifique là-dessus. On a un terrain qui est très compliqué à travailler. Aujourd'hui, il faut plus de 2 mètres de neige pour pouvoir commencer à skier ici. Donc, on va demander des aménagements pour pouvoir faire la jonction entre le panoramique et le bas du Vaclaret. Alors, c'est important à plusieurs titres parce qu'on a une remontée structurante qui est le funiculaire. Parce que si on veut donner de l'attractivité au glacier, il faut bien qu'il y ait de la vie au niveau du panoramique. Là, on a les aménagements d'expérience qui sont prévus au niveau de G2, donc la gare d'arrivée du téléphérique, et la gare du panoramique. Donc cette zone-là, c'est de devenir une vraie zone d'attractivité presque à l'année, en fait, sur Grande Motte. Donc, sur le début de saison, on ne peut pas imaginer, on parle de mi-décembre, on ne peut pas imaginer que cette zone soit un îlot coupé du domaine skiable. On risque d'avoir peu de monde qui viennent monter jusqu'en haut, juste pour, en contemplatif, aller profiter du site de la Grande Motte. Donc voilà un petit peu l'esprit dans lequel s'inscrit cette réflexion. Donc en termes de remontée mécanique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur la partie sommitale, on a des remontées mécaniques qui vont avoir vocation à disparaître. On a déjà le Roselin et Champagny qu'on a dû retirer parce qu'il n'est clairement plus debout et on ne pouvait pas faire les travaux en zone protégée, je le rappelle, pour pouvoir les remettre en place. Hein. La laisse et Termignon, voilà, sur une échelle prochaine, le démontage va être prévu. Alors, comme l'a dit Serge, le démontage, ce n'est pas par plaisir qu'on démonte, c'est qu'il y a une impossibilité ou à un moment donné, une pertinence à tenir les appareils présents qui est limitée. Et puis, on va demander des aménagements complémentaires pour attitude d'expérience. On va le voir pour la courbe du WM. Donc, dans le gagnant-gagnant avec le parc, il faut bien aussi qu'on libère de l'espace, qu'on réduise nos impacts pour demander de l'aménagement autre part. Donc, voilà, l'idée, c'est que sur la partie sommitale, la remontée structurante soit le téléphérique qui maintiennent tout le site actif. Je vais passer à la slide suivante, ce sera évocateur pour le reste. Il faut quand même compléter que après la réunion de mai, la réflexion d'aménager la piste de Raboch et de faire en sorte qu'elle puisse être ouverte le plus rapidement possible en début de saison, c'est-à-dire de demander aux administrations environnementales, au parc de la Vanoise, de nous laisser aménager la piste en essayant de boucher les trous, en essayant de faire attention à la nature, mais de vraiment argumenter sur ce bout de transition qui nous permet de garantir un ski à 3000 mètres d'altitude en début de saison. On va regarder. Le service des pistes avec Jérémy va donner des infos sur ce sur quoi on travaille. Ça va être exhaustif, donc on va y venir après. Que justement, c'est un point sensible. Et l'ouverture de Raboch, pour nous, c'est quand même incontournable dans notre argumentation et dans tous les échanges que nous avons avec le parc, de considérer que nous puissions aménager Raboch. C'est ce qui garantit la viabilité du projet global, même altitude d'expérience, avec le point central qui est le panoramique à 3000 qui doit vivre dès le début de saison. Donc, si on projette après 10 ans, donc après 2033, après, une fois que le glacier il reste plus grand-chose du glacier, en tout cas on a perdu 85% de la surface de glace présente encore aujourd'hui. Voilà ce que donnerait un peu la vision à terme du site de la Grande Motte. Donc, comme j'ai évoqué, le téléphérique il reste présent pour pouvoir acheminer les skieurs quand c'est possible sur cette zone, mais surtout les piétons sur la partie sommitale. Alors ça, dans 10 ans, on verra exactement dans quelle situation on sera, mais en tout cas, le glacier, le téléphérique, il faut le faire vivre, et c'est un mixte avec le contemplatif qui va pouvoir le permettre de faire vivre.
Et sur la partie basse, eh ben, on a le télésiège des Langes qu'on va renouveler. Le télésiège de Vanoise, qui se trouvait ici, hop, étant donné les difficultés qu'on risque d'avoir à descendre sur cette partie-là, du fait du surcreusement, on va demander un déplacement pour l'installer de ce côté-là. Le funiculaire, qui reste l'os en montée structurante, ben, ne bouge pas. Et on a les aménagements de zones de snow farming qui sont présentes aujourd'hui au niveau de la face, au niveau de Champagny, qui sont maintenus sur la courbe de WM. Donc, ça a deux effets positifs. C'est évidemment pour le stade national, le stade d'entraînement national, on va dire, qui appelle de ses voeux la Fédé et sur lequel on souhaite répondre positivement. Mais également, ça facilite l'ouverture de WM en début de saison. Moins de neige de culture à produire, et on a de la neige conservée de l'hiver précédent. On a une petite remontée mécanique légère pour pouvoir justement lancer cette activité, la rendre plus facile pour les skieurs sur le début de saison. Donc c'est quelque chose qui serait notamment utilisé de début octobre jusqu'à fin novembre. Et après, à voir ce qu'on en fait en saison, au mois de mai, etc., etc. En tout cas, l'idée, c'est que ça reste quand même une remontée mécanique légère. Et donc voilà sur l'aspect skiable. Et puis donc Raboch, c'est une piste sur laquelle on a effectué les aménagements qui permettent l'ouverture. On ne parle pas du 26 novembre parce qu'il faut quand même il faut quand même compter sur la neige naturelle. Mais en tout cas, je veux dire que mi-décembre, on puisse faire la liaison avec WM. Petite nuance, là, voilà, on a aussi dans la demande d'études d'expérience, on a aussi ce sentier piéton qu'on souhaite pouvoir créer, alors sans pareil, sans gros aménagements, pour rejoindre le GR55 en été. Alors selon la fonte, peut-être utilisable au mois d'août, mais en tout cas, c'est une demande de la part des usagers de pouvoir monter en téléphérique, en funiculaire, et puis pouvoir redescendre à pied, ou l'inverse d'ailleurs, ça marche aussi pour les plus sportifs. Voilà. Il faut éviter aussi la surfréquentation du GR55, donc c'est toujours des discussions qu'il faut avoir. Donc voilà un peu la vision à long terme de ce que peut être le site de la Grande Motte, avec une nouvelle vie qui lui est donnée. Donc ce projet, il permet de maintenir cette activité annuelle qui nous tient à cœur. Donc si on fait un petit peu le cadencement annuel, on a en octobre, reprise du ski de haut niveau dans la coupe de WM. Le ski, on ne va pas se mentir, le ski de haut niveau dans cette combe va pas ramener autant de skieurs pour en avoir sur la partie sommitale du glacier pendant des années. Voilà. On a peut-être 1500 skieurs aujourd'hui. Ce stade d'entraînement national, on y tient, c'est important, mais ça va venir compléter l'activité touristique. On souhaite diversifier par ailleurs avec un tourisme de préparation sportive, un tourisme contemplatif. On est quand même dans le parc de la Vanoise à Tignes et on a des couleurs d'automne fantastiques. On a un tourisme d'automne à valoriser. On a tout l'aspect bien-être également, qui est tout un secteur touristique qu'on doit valoriser sur la partie automnale, les séminaires, les coworking. En tout cas, cette partie automnale, on va dire, elle doit être multi-activité. Juste pour compléter, oui. Effectivement, la réflexion de ce stade naturel avec ces 3 zones de snow farming, c'est également, bien entendu, pour le sport de haut niveau, mais c'est aussi pour souligner notre ouverture de fin novembre, début décembre, parce que avec les canons de neige qu'on a un peu plus bas, avec l'aménagement de Raboch, l'idée, c'est de vraiment pouvoir être présent aux ouvertures de début décembre et de lier notre zone de 3000 mètres d'altitude. Absolument. Donc, attitude d'expérience, voilà, qui est le projet dont on va parler plus en détail après, pour ouvrir à l'année. Enfin, tout ça est à envisager, mais en tout cas, pour les vacances de la Toussaint, pourquoi pas, selon l'attrait et le volontarisme qu'on peut avoir, ouvrir funiculaire téléphérique en mode contemplatif dans le cadre d'activités d'expérience. En tout cas, c'est l'idée qu'on s'en fait aujourd'hui. Mi-novembre, élargissement de la coupe WM au ski professionnel avec les chutes de neige, avec la neige de culture qui
qui va pouvoir être produite à cette période. On se fixe donc fin novembre, entre 20 et 25 sur les calendriers, les week-ends d'ouverture et les évolutions climatiques. Aujourd'hui, on se fixe 25 novembre, ouverture au grand public de Tignes, je rajoute avec le secteur palais et actif d'expérience, parce que voilà, on a vu cette année que Grande Motte était un produit qui était fabuleux, mais qui était fragile. On a souvent des intempéries sur ces périodes de l'automne. Et l'idée, c'est que si on fait venir des gens pour l'ouverture de Tignes, qui viennent d'Annecy, de Lyon, enfin, en tout cas, c'est plutôt régional, et qu'on n'a pas les glaciers à cause de vent et qu'on peut skier que sur WM, c'est un peu juste. Donc, l'objectif pour l'ouverture, c'est d'avoir une ouverture qui soit plus musclée avec secteur palais. Et donc, altitude d'expérience, évidemment, pour le canton positif. Voilà. C'est indispensable. Ensuite, voilà, j'ai dit liaison panoramique WM au plus tard. Hein, en tout cas, c'est l'objectif qu'on se fixe via Raboch. S'il y a des bonnes chutes de neige, on ouvre dès qu'on peut. Hein. Si on peut l'avoir avant, on ne peut pas se gêner. L'idée, c'est que ça puisse s'ouvrir le 25 novembre dans l'absolu, mais en tout cas, pour nous, la date limite, c'est celle-ci. Et puis en mai, on a démarré voilà, on s'est mobilisé pour pouvoir accueillir du ski professionnel. L'idée, c'est que ça continue, donc on espère qu'on aura plus de monde cette année que l'année dernière. En tout cas, le travail a été fait bien en amont pour communiquer auprès de tous les clubs, les comités, sur le produit qui était proposé sur le mois de mai. Et puis, de juin à septembre, alors je dis de juin à septembre, je n'ai pas les dates exactes, mais dans l'esprit, c'est une saison estivale élargie. On se projette à Nouvelle-Fort en 2035 et en 2040. On peut... L'objectif, il paraît atteignable de dire qu'on puisse travailler à minima du 10 juin au 15-20 septembre avec une activité estivale qui est de plus en plus attractive, en tout cas, et qui est de plus en plus demandée. Et donc, avec l'enrichissement et l'attitude d'expérience, je pense que, et d'autres activités qu'on va continuer à mettre en place, cette saison estivale, elle va prendre de plus en plus de place. Donc voilà, on a une activité annuelle renouvelée. Elle était très axée autour du ski pendant ces 50 premières années. Là, on construit l'avenir de Tignes pour les 20-30 prochaines années. Elle est plus multi-activité. On maintient quand même du ski, qui est notre ADN, on ne l'oublie pas. Mais on l'élargit, on l'ouvre à de la multi-activité dans le cadre de la transition qui est indispensable. Voilà pour ces éléments, ce projet global envisagé. Voilà. On va accueillir Jérémy qui va, pour répondre à ta question, Jean-Claude, évoquer la question de Raboch qui est très complexe. Déjà, un petit point culture générale. Parce que snow farming, Raboch, ça devient des éléments de langage courant à Tignes. Pourquoi Raboch? Simplement parce que c'était un pisteur que certains d'entre vous ont connu. Et la piste, il a donné son surnom à la piste. Ça, c'est juste des photos pour illustrer à quoi ça ressemble un petit peu l'été. Donc, on voit, ça ressemble typiquement à des paysages de retrait glaciaire avec des gros mouvements de terrain et on imagine la neige qu'il faut pour pouvoir faire passer une piste en sécurité dans ces conditions. Donc, petit historique, 2021-2022, on ouvre le 16 janvier. L'année dernière, année assez sèche, on ouvre le 10 janvier. Et cette année, on a pu ouvrir le 15 décembre. Donc, quand on parle de l'objectif de l'ouvrir mi-décembre, forcément, ça nécessite des aménagements. Raboch, pour le situer aussi sur une carte, comme l'expliquait Olivier, c'est ce qui fait la liaison entre le panoramique et le sommet des Lanches, ici. Donc, par cet itinéraire. On a fait quelques statistiques où on a regardé les premières dates d'ouverture pour calculer le volume de neige. On a aussi travaillé avec les différents modèles numériques de terrain qu'on avait, qui nous permettaient de calculer le volume de neige et le profil de la piste au moment de l'ouverture. Donc, au moment de l'ouverture, on a une moyenne de 2 mètres de neige sur Raboch, une piste de 25 mètres de large à peu près. Et voilà, on verra après par comparaison ce que ça représente par rapport à d'autres pistes qui sont terrassées, bullées, engazonnées. Donc c'est la colonne vertébrale Raboch avec
avec le sommet des Lanches. Il y a aussi une variante que les pisteurs appellent Dabotch, c'est-à-dire qu'on commence par la piste de Dahu et ensuite on passe à gauche d'un éperon rocheux pour arriver plus au sommet des Lanches. Donc, on va vous présenter ça sur la partie suivante. Quelle solution on a pour maintenir cet accès plus facilement et espérer une ouverture aux alentours de la mi-décembre? Eh bien, on a des enneigeurs, travailler sur de la neige artificielle. C'est représenté ici avec des petits calculs qu'on a fait avec le service neige des pistes. On peut travailler avec ce qu'on appelle des palines, des barrières à neige, barrières à vent, appelez-les comme vous voulez. Mais vous voyez tous à quoi ça ressemble. Actuellement, il y a 3 lignes qui sont en place dans l'axe de la piste. On verra que vous pouvez éventuellement penser à d'autres solutions allant dans ce sens-là. Et le snow farming, donc, là aussi, c'est devenu un élément de langage latin où on sait tous ce que c'est. Si on veut stocker la neige nécessaire pour ouvrir la botche, il faut stocker le double de ce qu'on fait déjà à la face. On va rentrer un petit peu dans le détail de chaque solution. Après avoir vu ce tableau, où on compare en fait la piste de Raboch, avec une surface de 22 000 m² et une hauteur moyenne de 2 mètres de neige au moment de l'ouverture, on a besoin de 45 000 m³ de neige, grosso modo. Pour la piste d'Anémone, qui est 3 fois en superficie et 3 fois plus grande, on arrive à l'ouvrir avec 65-70 cm de neige et on produit 48 000 m³ de neige pour ouvrir cette piste. Donc, grosso modo, on a besoin de 3 fois plus de neige pour ouvrir cette piste non terrassée que pour ouvrir une piste terrassée engazonnée. D'où l'intérêt de travailler sur le profil du terrain naturel. Sur la partie enneigement, donc juste quelques données, parce que quand on parle d'enneigement, on pense tout de suite à des canons à neige, monter de l'eau. Voici un petit peu ce qui serait nécessaire pour rajouter une dizaine d'enneigeurs. La piste fait 850 mètres. Si on prend un enneigeur tous les 80 mètres environ, c'est ce qui se fait sur nos pistes, il en faut une dizaine. Il faut un booster à la fenêtre. Au niveau de la fenêtre du funiculaire, il faudrait penser à mettre un booster. Donc un booster, c'est une usine à neige type celle qu'on connaît au plateau du Chardonnay, avec tout un tas de pompes et une machinerie qui permet d'avoir les pressions suffisantes pour produire de la neige entre 3000 et 2700 mètres d'altitude. Il y aurait besoin, on l'a vu, de produire entre 45 000 et 50 000 m³ de neige. Donc, ça représente 4% du volume total d'eau qu'on aurait le droit de prélever à titre. Il faut environ 275 heures de production. Donc, si on veut l'ouvrir mi-décembre et qu'on veut commencer à produire, on va dire, quand on a les températures, on se dit début novembre, si on fait 24 heures fois 45 jours, on a 1080 heures, et sur ces 1080 heures, il faut trouver 275 heures où on a les conditions pour produire. Pour produire de la neige, il ne faut pas seulement des températures froides, il faut aussi un vent favorable. Donc, si on a fait une petite analogie avec Patrice du service enneigement des pistes, pour dire que 72% du temps, à la face, on a les statistiques de vent sont favorables pour produire de la neige, et 76% du temps, les températures sont bonnes pour produire de la neige. Donc, ce n'est pas infaisable, mais il y a quand même certaines contraintes. Et ensuite, il faut voir si on passe le réseau en aérien ou en enterré. Donc, c'est-à-dire que les canalisations, soit on les enterre sous 1,50 m, 2 mètres sous le sol, pour être hors gel, soit on les laisse en aérien, ce qui nécessite de vidanger pour justement pas geler dans les canalisations à chaque fois qu'on a un arrêt de production, donc un petit peu trop de vent ou des températures marginales. Palines, barrières à vent, barrières à neige, c'est ce qu'on. Ici, on les voit sur Raboch. Certains pisteurs de chez nous avaient travaillé sur ce chantier. Le retour d'expérience, c'est que c'était pas facile sur cette nature de terrain de trouver un alignement permettant de mettre en place ces barrières à neige, et que c'est un système qui n'est pas adapté à de fortes pentes. Donc sur le profil de Raboch ou d'Aboch, il faut se tenir sur les parties les moins pentues.
Pour la fin d'hiver, on est en train de réfléchir, enfin on a commencé à avancer un petit peu. La STGM utilise des barrières à neige amovibles, c'est-à-dire qu'avec une machine, avec une chenillette, ils arrivent à les déposer là où ils ont envie pour pouvoir stocker de la neige. On pourrait faire un test au niveau de l'ancrage pour ceux qui connaissent, donc avant le virage de Raboch, avant de revenir sur les lanches, pour voir s'il y a une certaine efficacité. Et si ça s'avère efficace, pourquoi pas poser un dossier pour faire ce genre d'installation de manière fixe et définitive. Le snow farming, donc j'ai mis 2 petites photos juste pour montrer qu'en fait, quand on installe les bâches, bon, il y a de la manutention, mais on a un surface et un manteau neigeux qui nous permet de le faire assez facilement avec notamment les engins de damage. La circulation à ski, en motoneige, enfin, c'est pas très compliqué. Par contre, au moment de la fonte, quand on doit enlever les bâches, il faut pouvoir avoir l'accès machine pour pouvoir retirer ces bâches. Et on voit que suivant l'endroit où on les met, c'est pas forcément évident. Quand on montrait les photos de Raboch préambule sur ce focus, c'est difficile de circuler, c'est impossible de circuler avec une machine pour prévoir le débâchage quand il n'y a plus de neige autour des bâches. Donc, comment faire? Peut-être laisser une machine à demeure au niveau du panoramique. Il faudra peut-être réfléchir dans ce sens-là. Attention à la manutention aussi, les bâches, on ne se rend pas compte, mais les pisteurs, tout l'été, ils les entretiennent dès qu'il y a un coup de vent. Si l'axe du vent n'est pas le bon, eh bien, même si elles adhèrent à la neige, qu'elles sont lestées assez lourdement, eh bien, elles arrivent à s'envoler quand même. Donc, au niveau de l'implantation, il faudra quand même être vigilant. Et à savoir que sur l'exploitation du ski d'été, on exploite également d'AU jusqu'au mois de juillet. Et pour ceux qui connaissent, ça peut être aussi une épine dans l'implantation des bâches de snow farming. Et c'est aussi un impact environnemental qui est en tout cas étudié par le parc national, par l'ensemble des scientifiques, des autorités environnementales. Ouais. Alors en fait, au bout des choses sur le snow farming, le conseil scientifique du parc national de la Vanoise nous a demandé des études pour voir quel était l'impact d'ajouter des bâches dans un milieu où logiquement il n'y a pas de neige. On a essayé différents types de bâches, on arrive au bout des études. Voilà, de nouvelles zones d'implantation de snow farming, c'est pas anodin et c'est regardé, même si aux yeux de tout le monde on parle simplement de neige, et c'est pas si facile que ça. Donc, si on se focus sur le terrassement, pour l'été 2024, on a passé une commande de prospection environnementale. Pour le montage d'un dossier, c'est la donnée d'entrée, c'est-à-dire qu'on vient regarder les zones d'habitat, la faune, la flore présentes sur les zones où on veut aménager. Donc cet été, on va étudier les 2 zones, donc Daboch, la variante où on passe par Dahu, puis ensuite on revient sur les Lanches, et Raboch. Et c'est cette donnée qui va dicter le passage de la piste. On ne peut pas dire on veut que la piste passe là et ensuite regarder les espèces pour éviter de réduire ou compenser les impacts. Tout de suite, on essaye d'éviter les conséquences que les impacts pourraient avoir. Ensuite, il faut définir un profil de piste. Ici, j'ai mis 25 mètres parce que c'est la donnée d'entrée. Quand on ouvre la piste, on peut peut-être faire un peu moins. Enfin, voilà, il faudra étudier un petit peu avec des géomètres et c'est la mission qui suivra la commande passée de la prospection environnementale. Donc l'objectif, en fait, c'est que d'ici 2024, peut-être début 2025, on ait défini un profil de piste et qu'on puisse déposer un dossier pour le présenter au Parc national de la Vanoise et aux autorités compétentes, à savoir l'ADREAL qui a un droit de regard aussi sur ce genre. Voilà, la parole à Clément. Alors moi, je vais faire beaucoup plus court parce qu'il y a moins de données techniques. On fait simplement le focus sur la Combe WM, puisque c'est un projet partenarial Commune de Tignes, Fédération française de ski. C'est vraiment comme ça que le Parc national de la Vanoise nous a encouragé à le formuler pour avoir des appuis aussi de l'État et des ministères. Si pour nous, les JO 2030, ça peut servir à passer le cap pour constituer le camp d'entraînement, pourquoi pas voilà, il faut pas rater l'occasion. Donc il y a 2 éléments principaux et 2 contraintes principales qu'on va avoir avec le parc. C'est que normalement, avec la réglementation du parc aujourd'hui, on n'est pas censé poser une nouvelle remontée mécanique.
et une procédure spécifique qui n'a jamais été mise en place, mais qui existe. En tout cas, c'est les premiers retours qu'on a eus, donc on pourrait se lancer dans cette démarche. Aujourd'hui, le projet qu'on va leur proposer en premier regard, c'est tant qu'à faire un camp d'entraînement, autant qu'il soit le plus efficace possible pour les rotations et pour la fédération. Moi, les premiers échanges que j'ai eus avec eux, c'est ce qui est traduit là de manière très simple. Une remontée mécanique de type télésiège, parce que on n'a pas besoin d'enneigement sous la ligne, et 2 à 3 tas de snow farming qui permettent de raccrocher le haut de la combe jusqu'au départ de cette remontée. Le tracé est encore à déterminer de manière plus précise, et les problématiques des tas de snow farming, au-delà de la quantité de neige, du travail qu'il y a à faire de la part des équipes des pistes et de l'étalage derrière nécessaire juste avant la pratique, il y aura l'autorisation. Alors vraiment, ce qui pose problème au conseil scientifique du Parc national de la Vanoise, c'est qu'on vient laisser toute l'année la neige sur une zone sur laquelle des espèces pourraient se développer, notamment sur la partie, sur toute la durée d'été. Donc c'est cette contrainte-là qu'il va falloir qu'ils lèvent de leur côté. Donc on a des échanges, on va avoir des échanges un peu plus poussés avec la Fédération française de ski pour qu'ils prennent des engagements, pour expliquer, être prêts à prendre, notamment pour créer un camp d'entraînement permanent et qu'ils nous fournissent aussi tout l'argumentaire au niveau national pour expliquer tous les intérêts qu'il y a pour eux à bénéficier, alors en termes de performance, d'une zone d'entraînement en France plus accessible, qui permettent d'avoir suffisamment de couloirs pour qu'ils puissent avoir un entraînement cohérent. Et par ailleurs, toutes les questions de bilan carbone, de voyages évités jusqu'à l'hémisphère sud pour aller s'entraîner, voilà, qui peuvent être des arguments qui dépassent le strict cadre de la station, mais qui peuvent emporter l'adhésion. Voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a dans le projet, il y a aussi, on n'en a pas parlé jusque-là, qu'il y a aussi le réseau d'enneigeurs qui est prévu d'être tiré jusqu'en haut, même jusqu'en haut du télésiège des Lanches, de manière, alors en aérien ou en enterré, c'est la question en fonction du sol. Si le sol bouge beaucoup, j'ai compris que de toute façon, techniquement, on serait obligé de laisser le réseau aérien, mais on profitera pour l'enterrer si jamais c'est possible. En tout cas, c'est aussi un complément qui pourrait, en cas de période de froid, nous permettre de produire un peu de neige pour venir compléter l'action du snowstorm. Voilà où on en est. Il y a une réunion qui est prévue, alors on n'a pas encore la date, entre le maire et ses équipes et Fabien Sagès de la Fédération française, justement pour créer l'équipe projet qui va travailler sur ces différents sujets, de manière à avoir un dossier le plus complet possible à présenter au parc avec l'argumentaire à la fois national et à la fois sur les impacts locaux. Merci. Bonsoir à tous. J'ai le plaisir de vous présenter, enfin, pour continuer ce projet d'Altitude Expérience qui a débuté en 2018. Il y avait la volonté on avait bien compris que la valeur qui était proposée aux clients et ce qui est magique, je vais partir sur le ski, ce qui est magique avec le ski, c'est qu'on donne accès à un espace naturellement extraordinaire. C'est ça que les gens achètent. Alors ils achètent le plaisir de skier. Et ce qui est magique dans ce qu'on vend avec nos forfaits de ski, c'est que les gens vont se déplacer dans un milieu naturel. Ce qu'on a essayé de faire avec Altitude Expérience, c'est permettre aux gens d'aller dans un espace d'altitude qui est une vraie rupture avec le quotidien des gens. Malheureusement, contrairement au ski, ce qui est magique avec le ski, c'est qu'une personne, en grande majorité, elle reste 6 jours sur le domaine. Et elle va utiliser les équipements 6 jours. Il trouve un intérêt fantastique sur le produit Altitude Expérience, mais pour l'instant, il n'y monte qu'une fois. On a un petit peu de retour, parce que c'est depuis 2018 qu'on offre cette expérience à la fois pédagogique, contemplative, sensationnelle. Il faut voir les gens lorsqu'ils descendent de la terrasse ou lorsqu'ils arrivent à 3456 mètres. C'est magique. Ils vont le faire qu'une fois.
Donc, ce produit fonctionne, va continuer à fonctionner. Et ce qui est un vrai changement cet été, c'est que, en collaboration avec Team Développement, on va permettre aux gens, avec un rating supérieur à 3 jours, de pouvoir avoir accès facilement à 3032 par le funnel. Donc, dès qu'on a un rating, on peut monter à 3032. À 3032, on a déjà la terrasse, on a déjà commencé à faire plein d'aménagements, de permettre aux gens d'avoir une vraie expérience en altitude. Pour nous qui sommes habitués à l'altitude, on dit oh, c'est pas extraordinaire. Les gens qui sont urbains, qui arrivent à 3032, ils se promènent autour, qui voient une dameuse, ainsi de suite, il y a une vraie expérience. Donc, on continue en fait cette expérience au pluriel d'amener et d'accéder les gens à 3032 et ensuite de leur permettre le voyage sur la terrasse. Ce sur quoi on travaille? On travaille depuis 2018 dans les conditions qui ont été présentées tout à l'heure. Ça, ce sont l'ensemble des projets, gros projets, que nous avons travaillé évidemment en collaboration avec la collectivité, avec la commune et également avec Team Développement sur l'amélioration de nos bâtiments, comme la couverture G1, tout le derrière de 3032, avec la possibilité, en termes de nous améliorer des rangements et de la siège de Vanoise. Un grand projet sur le belvédère aérien tout au sommet à 3456. Une possibilité de pont singe à 3032 et les passerelles au-dessus du bâtiment du FUN. L'ensemble de ces aménagements que nous travaillons, dont les autorisations, dont nous travaillons pour pouvoir les développer, vont créer et appuyer l'attractivité de cet espace à 3032 qui sera, lui, toujours accessible. Contrairement à, comme on l'a vu, le sommet à 3456 sera par moment plus difficile d'accès. Sur notre valorisation pédagogique avec, là, ce sont les éléments que nous sommes en train de travailler pour toujours améliorer la valeur que l'on propose à 3032 avec tout un travail de sensibilisation aux effets de changement climatique. Contrairement au ski où sur les gens qui sont autonomes pour aller skier et se déplacer, on essaye de leur poser un contenu pédagogique et ludique. Donc, dans ce contenu pédagogique, on travaille sur les panneaux pédagogiques. On travaille aussi sur une maquette 3D illustrant le retrait. On travaille avec Jordan sur la possibilité d'avoir la caméra de time-lapse qui, en réel, montrera le retrait du glacier. La lecture des paysages glaciaires et la valorisation de la flore artico-alpine. Ce sont les thèmes que nous utilisons pour augmenter la valeur de ce que l'on proposera à 3032. Et bien évidemment avec la collectivité, mais également avec le parc. Activité de l'Institut d'expérience, c'est également, toujours dans cette accessibilité à la valeur, l'initiation à l'alpinisme unique. Je crois que c'est toi qui le fais. Au-delà des aménagements, merci Jacques, au grand public, on va dire au plus grand nombre qui vont être accessibles. Il faut se rendre compte que, je sais qu'on en parle depuis un moment, et c'est assez frustrant de voir qu'il faut attendre de faire ce projet global pour pouvoir lancer juste avant la démarche, le déploiement en tout cas de ce projet d'expérience qui est présenté. Mais il faut imaginer, voilà, ça va pas être pour l'année prochaine, hein, on vous prévient, mais il y a déjà des choses qu'on va demander, des évolutions à court terme, mais les gros projets, voilà, le temps que c'est de l'instruction, etc., il y en a pour 4-5 ans. Mais voilà, si les passerelles sont là, les ponts de Saint, etc., ça va devenir vraiment un vrai point d'attraction pour Tignes, et que ce soit un site pour lesquels, en tout cas, un lieu lequel les gens viennent l'été, l'hiver, se déplacent pour venir visiter
ce site de Grande Motte. De manière plus locale et un peu plus intimiste, en tout cas, il y a aussi cette idée, ces marches glaciaires, en tout cas, en termes de communication médiatique voilà, et même d'accessibilité à l'alpinisme, on a un site qui est incroyable. Quand on réalise un sommet avec 200 mètres de dénivelé positif, alors pareil, attention à la surfréquentation, mais on va dire que c'est des bons problèmes à gérer quand on a ce problème de surfréquentation. Voilà, donc c'est aussi dans le cadre de la diversification des activités à Grande Motte, en partenariat avec le bureau des guides, évidemment, qui est déjà très sollicité sur la question. C'est un vrai succès. Voilà, la découverte de la marche glaciaire, tant que c'est possible, et l'ascension de la Grande Motte, c'est un produit phare. Et c'est aussi un projet de territoire, parce que Jacques l'a évoqué, on va inclure l'accès au panoramique dans la carte Matignon. C'est aussi pour que les vacanciers en profitent, mais aussi pour que les tignards. Je pense qu'il y a trop peu de tignards qui montent sur le site de la Grande Motte l'été. Parce que c'est payant, parce qu'ils se disent, bon, il n'y a pas grand-chose à voir, enfin, il y a X raisons. Mais voilà, allons-y, quoi. Allons découvrir ce site. Ça va être inclus dans votre carte Matignon tarif résident spécifique. On rappelle qu'il reste très, très accessible. Donc, l'idée, c'est que voilà, vous avez des amis qui viennent, des vacances, etc., qui sont chez vous. Systématiquement, vous pourrez les accompagner, vous pourrez partager ce lieu avec eux. Donc, l'idée, c'est voilà, que tout le monde s'approprie ce site incroyable de la Grande Motte et de manière plus locale, voilà, au sein de nos services de team développement et de la mairie, l'idée, c'est aussi de faire vivre ce site, de partager les enjeux climatiques, les enjeux environnementaux, les enjeux d'évolution à l'ensemble des équipes qui travaillent à Tignes. Donc, on devait, au mois de décembre, faire l'ascension de la Grande Motte avec les équipes de développement. C'est reporté au mois de juin parce que les conditions météo n'étaient pas présentes, mais il y a une vraie attente de la part des locaux pour découvrir cette expérience et pouvoir la partager ensuite autour d'eux. Donc voilà, c'est l'essor du projet Active Expérience, on y compte vraiment pour pouvoir offrir un vrai nouveau point d'attraction à Tignes. On arrive au bout de cette présentation. Je vais faire un bout de conclusion, puis je laisserai le dernier mot à monsieur le maire. Donc voilà, évidemment, on ne se réjouit pas de cette fonte du glacier, cette accélération de la fonte du glacier, mais on doit réagir et voir ça comme une opportunité. Voilà, ça nous secoue un peu dans nos certitudes, dans nos habitudes. Mais nous, l'objectif pour nous, c'est bien de continuer à faire vivre la Grande Motte comme un site emblématique. C'est un patrimoine de Tignes, il doit continuer à l'être sous une forme différente. C'est un projet global, c'est un projet qui a été concerté avec un maximum de personnes. C'est un projet qui est responsable. Il y a des zones qui sont préservées, toute la zone glaciaire préservée. C'est un vrai engagement de la part de Tignes vis-à-vis des autorités environnementales, mais même du monde du ski et du monde de la montagne. Et donc, c'est un projet qui est cohérent avec notre principe qu'on a établi, territoire durable. C'est un projet porteur d'espoir, de dynamisme, qui doit remporter l'adhésion des usagers du glacier. C'est un peu ce que j'évoquais juste avant, des habitants et des acteurs économiques. Voilà, c'est le projet Grande Motte 2.0, pérenne, et on doit, comme l'a dit M. le maire, l'idée c'est de porter solidairement. Et in aparté, on entend beaucoup, alors après chacun en fait ce qu'il veut, mais c'est quand même important. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui pointe du doigt la montagne qui n'a pas encore pris la mesure du changement climatique, des évolutions et la nécessité de devoir sortir du tout ski. Parce que c'est difficile. C'est évidemment que le ski aujourd'hui, c'est l'activité économique numéro 1. Donc évidemment que c'est difficile. À Tignes, avec cette problématique du glacier, on est obligé. On ne peut pas fermer les yeux et se dire on attendra et on verra bien. En tout cas, on a pris les devants. On a un projet de transition qui nous semble solide. On est dans la multi-activité, on est dans la multi-saison, on est dans la vie à l'année à Tignes. Donc on demande vraiment le soutien, on attend le soutien des services de l'État, du parc sur ce projet global, qu'on puisse sortir en tout cas, de voir ce projet global comme on l'a proposé et qu'on sorte du strict cadre réglementaire qui évidemment serait quand même un peu dommage pour l'évolution de ce projet.
Voilà. Serge, si tu veux terminer. Oui, bien sûr, je veux terminer. Juste pour vous dire, sincèrement, la volonté que j'ai portée à ce que ce projet global pour le glacier de la Grande Motte, avec tout l'amour que j'ai pour Tignes et pour d'autres stations, je l'ai porté fort, volontaire. On n'a pas reculé, on essaye de s'adapter à ce que la nature nous offre. Et aussi, on s'est vraiment mis dans la réflexion de pouvoir nous adapter à ce qui va arriver et de faire en sorte que le projet de ski sur la Grande Motte ne soit pas abandonné, ne soit pas laissé à l'incertitude. Et donc, c'est d'une manière volontaire avec les administrateurs du parc d'Avanoise avec lesquels j'ai échangé, où nous devons faire des échanges, nous devons faire du gagnant-gagnant, ne pas faire que l'une des deux entités sorte perdante ou gagnante, mais faire en sorte que la destination du parc de la Vanoise, qui est aussi une destination touristique, nous permette de mettre en valeur la station de Tignes en accompagnant le parc de la Vanoise dans toute sa légitimité, mais aussi faire en sorte que Tignes ne soit pas abandonné à la fonte des glaciers. Donc, croyez bien que nous avons bien réfléchi tous ensemble à faire en sorte que ce projet soit porteur, à faire en sorte que ce projet prenne de l'envergure. Le Stade national, c'est moi qui en ai eu l'idée, c'est moi qui l'ai projeté, c'est moi qui a voulu faire en sorte que la Fédération française apporte son soutien, sachant que au niveau de l'État, l'entraînement, les médailles, tout ce qu'apporte le sport à faire rayonner la France dans le monde entier, c'est un élément pour moi incontournable pour nous aider à continuer à valoriser notre territoire sur l'automne, l'été et bien entendu l'hiver. Et sachez bien que dans notre réflexion, il s'agit d'être raisonnable, d'avoir une maîtrise, d'avoir un projet raisonné qui nous permette de voir l'avenir et de Tignes a toujours su le faire, d'anticiper et de faire en sorte qu'on puisse répondre présent sur le marché du ski et sur le marché du tourisme de montagne.